Salut à tous, c'est Pank de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui continue notre cheminement sur la méthode Silva avec Dame Lipasco. Bonjour à toi. Et donc, première chose avant tout, liée à et passée à la convention d'hypnose qu'on a fait à Nice, elle a présenté la méthode Silva. Et c'est marrant parce que, tu vois, je me disais, bon, je ne pensais pas qu'il y aurait plus de monde que ça. Et à ta présentation Silva, il y avait beaucoup de monde. Oui, en fait, parmi toutes les trois présentations, c'est celui qui a attiré le plus d'intérêt. J'étais vraiment très surprise. Je croyais que ça serait un peu particulier, mais voilà, non, on avait un très grand public et tout le monde apparemment était fasciné par la connexion entre Silva, hypnose et de quoi il s'agissait. Oui, c'était bien, c'était très bien. C'est là où c'est intéressant parce que, bon, déjà, il y avait la curiosité, les personnes ne connaissaient pas nécessairement, etc. Et on voit que donc, il y a encore cette notion où c'est un système qui peut attirer du monde, qui peut peut-être avoir un engouement, un nouvel engouement qui peut se mettre en place. Et je trouvais que c'était assez positif parce que quand je suis rentré dans la salle, quand je regardais à peu près le nombre de personnes qu'il y avait, je me disais, ah oui, là, il y a vraiment du monde. Donc, la méthode Silva est encore quelque chose qui peut, en tout cas, qui attire la curiosité. Après, ça ne veut pas dire que les personnes adhéreront nécessairement, mais en tout cas, il y a encore une vraie intention de découvrir ce que peut donner cette méthode-là. Et ça, je trouve que c'est vraiment positif. Qu'est-ce que tu as eu comme retour, toi, justement, par rapport à ce speech que tu as fait, à cette présentation que tu as fait? Tu as eu des retours de la part de l'auditoire? Oui, justement, il y avait des gens qui disaient justement qu'ils étaient surpris qu'ils n'avaient jamais entendu parler. Il y avait des autres qui l'avaient déjà fait, qui ont justement contribué un tout petit peu. Mais je trouvais que c'était vraiment dans l'esprit de la colloque qu'on a dit que c'était hypnose moderne, mais on a dit aussi que c'était casser les codes. Et le fait que nous avons eu justement un expert en neurologie, un expert en mindfulness qui n'avait jamais fait hypnose, et moi qui a fait les deux, mais qui parlait quand même de la méthode Silva, qui n'est pas officiellement que hypnose. Donc, ça montrait en fait que les gens étaient... Alors déjà, vous, les organisateurs, vous avez permis une ouverture comme ça, mais ça a aussi permis aux gens qui faisaient l'hypnose de découvrir autre chose. En fait, j'ai même eu des diplômés Silva qui sont venus, qui n'avaient jamais fait hypnose, mais qui sont venus à une convention d'hypnose. Hein? Donc, ça montre effectivement qu'il y a de plus en plus d'ouverture sur la connexion entre les systèmes différents. Et moi, j'adore ça. Bah, c'est là où c'est intéressant à notre podcast. C'est qu'on se rend compte que la méthode est très syncrétique, elle synthétise beaucoup d'idées, de concepts. C'est pas dans l'absolu, on ne peut pas dire tiens, José a inventé quelque chose de complètement nouveau. Il a testé un ensemble de systèmes qui lui semblaient positifs. Il a compris pour lui des éléments essentiels, être en alpha, la relaxation, la visualisation, l'imagination, etc. Il l'a encodé d'une certaine façon, au travers de notions de suggestion, de répétitions diverses et d'orientation qu'il a plus ou moins créées. Mais ça reste une synthèse, et de la synthèse, il y a un nouveau modèle. Et c'est souvent le cas. C'est pas, on est rarement des découvreurs. Il y en a encore, hein, mais on va dire dans le domaine de la psycho, je pense qu'aujourd'hui, il n'y aura pas de grandes découvertes, hormis dans les neurosciences qui peut-être vont nous dire « Ah, c'est cette zone du cerveau, donc il peut se passer ceci », ou éventuellement avec des psychotropes, dire « Ah bon, telle molécule peut à tel moment travailler sur telle partie du cerveau », mais factuellement sur la psycho et la philosophie qui a déjà 5000 ans d'histoire, je pense que sur la psyché humaine, tout a déjà été dit d'une façon ou d'une autre, a été modélisé d'une façon ou d'une autre, et que les personnes comme José et comme d'autres qui viendront dans le futur sont des personnes qui ont cette aptitude à reprendre des parcelles de connaissances, les associer, en faire un système qui est viable, qui en plus est pragmatique et qui donne des résultats. Et ça, c'est peut-être l'élément qu'il faut prendre en compte. Donc, dès que vous avez la possibilité d'aller découvrir des systèmes divers, n'hésitez pas parce que vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de liens. On le voyait la dernière fois quand on parlait avec Laura qui
qui elle est très PNL, et tu me l'avais dit, il y a beaucoup d'éléments qu'elle aime beaucoup dans la PNL. On sait que Jerry Stevie était quelqu'un qui a aussi beaucoup travaillé, œuvré avec la PNL dans la méthode Silva, même si à un moment donné, comme Lee vous l'a expliqué, il y a pu avoir le côté militaire qui disait non, il ne faut pas avoir autre chose qu'un méthode Silva. C'est faux. L'idée, c'est la méthode Silva est née de plein de choses. La méthode Silva est la vôtre à partir d'un certain moment, et c'est à vous, au travers de l'ensemble des échanges que vous pouvez avoir, qui allez l'améliorer, le peaufiner, tout en restant sur vos basiques. Vous restez sur vos bases et vous en créez quelque chose qui est utile pour vous. Mais c'est cette notion de casser les codes qui est commun, c'est pas quelque chose de nouveau. On voit que quelqu'un du début du 20e, c'est ce qu'il a mis en place avec sa propre méthode, et en l'occurrence le José. Donc ça, c'était vraiment, vraiment chouette. Moi, j'ai été content, tu vois, qu'il y ait cet engouement vis-à-vis de la méthode qui est. Il y a Nasmine. Donc, Nasmine, c'était notre médecin qui a présenté la médecine d'urgence sous hypnose. Et elle ressort, elle nous regarde avec Bruce, elle dit c'est de l'hypnose. Je dis oui. Non, elle dit c'est de l'auto-hypnose. Exactement. La majeure partie des séances, c'est de l'auto-hypnose. Elle dit d'accord, ouais, mais c'est bien construit. Tu vois, elle disait bon, moi je pensais que c'était un truc complètement wou-wou, justement, tu vois, à se dire qu'est-ce que c'est ça. Et elle fait bon, en gros, concrètement, c'est de l'auto-hypnose. Oui, dans nos mots à nous, c'est de l'auto-hypnose avec plein d'autres éléments. C'est ce qu'on on vous montre à longueur de podcast. Donc, tu vois, ça, je trouve que c'était intéressant parce que venant en plus de quelqu'un qui, elle, est ultra pratique, elle fait que de la médecine d'urgence, bon, on revient à cette notion de se dire, bon, ok, c'est un modèle qui est viable parce que le principe hypnotique, le principe de transe, est pour vous, Silva, pur Silva, alpha, être en alpha, c'est vraiment quelque chose d'utile et essentiel. Et j'introduis déjà, pour ce qu'on va parler après, Robert Stone en parle aussi beaucoup, mais vous verrez, lui, il appelle ça méditation alpha. Il a des noms un petit peu différents, mais vous verrez, on revient exactement au même et on vous expliquera pourquoi tout à l'heure. Elle est bien notre introduction. On va continuer donc sur quoi? On va terminer sur ces deux aspects des potentiels qui peut-être créent des problématiques psychosomatiques. Donc, on a pu voir jusqu'à présent plusieurs éléments. Je vous les reprends. On a 7 clés, donc le conflit, la motivation, ce qu'on avait appelé bénéfice secondaire, l'identification, le masochisme, les imprints, donc les empreintes. Et là, on va juste voir organ language et past experiences. Donc, pour vous remettre dedans, parce que ça fait 2-3 semaines qu'on ne vous a pas fait un petit podcast, l'idée pour le Cron, c'était un peu de dire qu'il y a vraiment 7 éléments qui peuvent être à l'origine de problèmes psychosomatiques. Il ne dit pas que c'est que ça, il ne dit pas que c'est la vérité, mais ça donne des indices qui nous intéressent dans la méthode Silva pour qu'on puisse travailler dessus. Je vous rappelle les 3 stress de José qui étaient culpabilité, perte et la routine d'ennui, en fait, que l'on déteste, les éléments qui nous ennuient. Donc, nous, notre idée, c'est toujours de vous dire, de vous proposer des cheminements possibles que vous pouvez travailler avec la méthode et dès lors vous dire tiens, c'est vrai, j'ai somatisé quelque chose. Souvent on le dit, mon corps a développé une problématique, une tension, un mal-être, un malaise, etc. Pour nous en Silva, c'est d'abord dire fais 3 fois par jour un quart d'heure en alpha et c'est top. Plus tu as des problématiques, plus tu te mets en alpha, plus tu fais ta méditation dynamique, mieux c'est. C'est vraiment nous notre prérequis. Et après, vous utilisez vos outils. Et l'intérêt des outils, c'est plus vous connaissez d'éléments comme par exemple ces clés-là, plus vous pouvez vous dire effectivement, j'ai une empreinte. Effectivement, j'ai un côté masochiste. Ok, et effectivement, j'ai un côté d'identification. Je fais comme papa, comme maman, comme ceci, comme cela. Et vous pouvez bosser dessus. Est-ce que j'ai bien résumé, Ali? Oui. Ok. Donc, aujourd'hui, on va revenir sur un élément dont Lee vous parle quasiment au premier cours, au 1.01, donc au premier jour, qui est le moment où on dit prenez attention à votre langage.
Prenez attention à votre langage parce que votre langage va pouvoir déterminer un ensemble d'éléments plus ou moins consciemment et à force de répéter. Et souvenez-vous, Lee, elle vous fait toute une liste, ça me prend la tête, j'en ai plein le blablabla, ça me casse les blablabla. Et bien tout ça, c'est des mots qui, au fur et à mesure, même si c'est anodin parce qu'on n'y met pas une émotion, à force de répétition, peuvent avoir, en tout cas, on a une hypothèse qui dit, c'est pas positif, donc autant tenter de le transformer, cancel, efface, annule, et vous remettez un mot. Là-dessus, Lee, elle vous en parle, Lee et les instructeurs Sylvain, là je parle parce que Lee est là, vous partagez cette idée-là. Là, ce qui est intéressant, c'est que le Crunchix, ils disent qu'il y a un langage de l'organe. Donc, ils disent en gros que on parle souvent, c'est à peu près la même chose, de choses non plaisantes. Alors, là, c'est en anglais, mais c'est un peu, ça me prend la tête. That's a headache to me. C'est un mot de tête pour moi. En gros, ça me prend la tête. Et vous comprenez que automatiquement, quand on commence à donner des éléments comme ça, on est en train d'impacter. C'est pas un truc énorme qui nous arrive. C'est pas on est en train de se mettre une droite dans le visage et se dire j'ai mal à la dent. C'est vous ouvrez des failles. Et cette notion-là, elle est intéressante. C'est de se dire je crée, alors même peut-être avant la faille, on pourrait se dire je crée une fragilité. Et il suffit que j'ai une fragilité déjà qui soit là, et là, je crée une faille. C'est comme si j'étais en train de casser la coquille de mon œuf, et il faut juste que j'insiste pas trop là-dessus. Donc, that makes me sick at my stomach, ça me rend malade à l'estomac. Non, on ne le dit pas vraiment en français, mais tous ces I can swallow that, ça on le dit, par contre, je l'avale pas. Ça passe pas. Je le digère pas. Vous voyez toute cette notion-là. Lee, elle a un super listing là-dessus. Je vais pas vous embêter avec ça. Mais c'est juste pour dire que, à force de répétition, et là, chez nous, en Sylvain, on a vraiment un truc chouette. Cancel, annule, annulation. Cette notion-là, elle est cool. Pourquoi? Parce que ça nous permet de nous reprendre un instant et de se dire, là, je viens de dire quelque chose qui n'est pas pertinent. Et je ne veux pas le valider. Et le fait de le conscientiser, de prendre conscience, ça nous permet de nous dire, OK, non, je ne vais pas laisser cette idée-là continuer à prendre de l'essor. Je vais l'annuler et j'y mets quelque chose de positif. Ou en tout cas, je ne suis pas le plus serein par rapport à telle ou telle chose, etc. etc. Qu'est-ce que tu as des choses à rajouter par rapport à ça? Je voulais juste insister vraiment sur l'importance de la prise de conscience. Parce que la plupart des gens qui se parlent comme ça, ils n'ont aucune idée qu'ils peuvent peut-être se faire mal. Même quand on dit, mais écoute, c'est très négatif ce que tu dis, ils disent, oui, mais c'est juste une métaphore, c'est juste une expression, ça ne veut pas dire vraiment ça. Et on ne se rend pas compte justement que notre esprit, pour notre mental, c'est les métaphores qui ont de l'influence. Et que si on utilise une métaphore comme, si on dit je crève de faim, crever, c'est carrément mourir. Et quelqu'un dit non, mais c'est négatif. Oh, mais c'est juste une expression verbale. Mais quand on a vraiment une prise de conscience, mais tiens, je suis en train de me dire des choses qui ne sont pas simplement négatives, mais qui pourraient, avec répétition, comme tu dis, être carrément nuisibles physiquement. Et donc, on ne peut rien changer si on n'a pas une prise de conscience. Donc, ce n'est pas simplement le mot annuler, c'est vraiment prise de conscience. Tiens, j'ai une chose que je ne veux pas avoir un impact sur moi. Donc, j'annule, je change. Oui. Yeah. Et cette notion-là, vraiment, prenez le temps. Au début, ça paraît un petit peu parfois excessif parce qu'on est parfois excessif. Toutes les personnes qui ont fait méthode Silva, qui ont fait PNL, ils vont dire ah non, mais ne dis pas de choses négatives. Ah non, mais ok, soyez pas excessif, soyez toujours juste. Il y a des moments juste vous rendre compte, vous dire là effectivement, je pourrais changer mon langage là-dessus. Mais commencez pas à vous créer du stress sur le fait que vous n'utilisiez pas la bonne sémantique. C'était ce qu'on avait vu avec Lee. N'oubliez pas, l'idée de base, c'est de se dire la méthode, c'est de gérer notre stress et faire que ça ne monte pas dans les tours. Donc, ne vous mettez pas vous-même de la pression à devoir parfaitement parler. Acceptez que, oui, à des moments, ça passe. Et alors là, je le dis plus pour les Silva et pour les PNListes, hypnotistes et tout, arrêtez de reprendre tout le temps les gens à dire non, tu n'as pas bien dit la chose. C'est hyper énervant. Il y a des moments où on dit oui, bon, ok, je ne l'ai pas bien dit, ok, c'est bien.
Fous-moi la paix. Parce qu'on a l'impression que d'un coup, quoi, on revient sur cette notion de pression. On met une pression à la personne. Genre, ouais, mais tu vois, tu parles pas bien. Au lieu de dire, ah tiens, t'as remarqué, t'as dit ça. Si tu veux, tu peux l'annuler. Dites-le de manière cool, mais ne le mettez pas en genre, t'as dit ça. Tu l'as dit en négatif. Tu as dit ce mot-là. Non, non, non. Le but, c'est que la personne en face de vous, qui est en train de travailler sur elle, elle puisse avoir quelque chose qu'elle se dise, ah, effectivement, c'est cool. Ou mais surtout pas se mettre de pression. Ne vous mettez pas de pression, même si là on est en train d'appuyer dessus, mais notre idée de base, c'est que vous soyez bien et pas que vous soyez oppressé par un système qui vous dit c'est comme ça, c'est les règles et c'est pas bien si tu le fais pas. D'accord? Parce qu'il y a des personnes, ça va loin. Moi, je l'avais entendu en PNL qui dit ouais, bah continue à parler comme ça et tu vas voir si tu vas pas tomber malade. What? Oui, parce que la personne, il dit ah, mais je te donne un conseil et toi, tu le prends mal parce que la personne l'avait mal prise, parce qu'il en avait marre d'entendre tout le temps fais attention à ça. Et la personne dit bah, tu verras ce que ça va donner. Ben non, en fait, ta suggestion-là, elle est bien plus méchante que le fait qu'il dise ça. Tu vois. Donc, juste y penser. Parfois, on n'est pas très fin là-dessus. Donc, l'idée pour lui, et il remonte, mais ça on connaît, que au travers de l'ensemble des mots que vous allez dire, la première chose que vous allez prendre en compte, c'est quel langage je peux avoir et quel organe je suis en train de mettre en avant. Et ça, par contre, ça peut être intéressant. On va dire, je me prends la tête, allez, et admettons, j'ai des problèmes aux yeux, j'ai des problèmes à la tête, j'ai des maux, des migraines, etc. Ça peut être chouette de se dire, peut-être, et là, moi, je le prends complètement autrement. Hein, là, c'est un peu moi et mon interprétation. Mais je me dis, on n'est pas bête. On n'est pas bête. Et parfois, quand on utilise spontanément des mots, c'est peut-être un peu des lapsus. J'exagère l'élément, mais c'est comme si notre subconscient pouvait, au bout d'un moment, nous faire verbaliser quelque chose. Et la prise de conscience du mot qu'on utilise peut être quelque chose à prendre en compte. Peut-être qu'effectivement, j'ai quelque chose à la tête. Ou peut-être, effectivement, l'état dans lequel je suis me conditionne à ne pas être bien dans mon estomac, donc à créer du stress, à mal digérer, à pas être en phase. Et peut-être c'est quelque chose, et là on reprend vraiment notre logique Silva, où on pourrait se dire, ok, je le répète beaucoup, je ne sais pas si j'ai réellement quelque chose. Bien sûr, hein, on est toujours dans l'idée, si vous avez quelque chose d'important, que vous avez des migraines récurrentes, que vous n'arrivez pas à faire passer par la méthode, n'oubliez pas, vous devez aller voir des médecins. Pareil, si vous avez mal au ventre régulièrement, ne jouez pas avec ça, on ne sait pas ce que ça peut être. Vous voyez au départ, si vous voyez qu'il n'y a pas d'amélioration, allez voir un médecin. Mais reprenez cette notion à vous dire, tiens, ça fait X fois que je répète ça. On pourrait se dire, c'est une habitude, c'est une manière de parler. J'entends. Seulement, moi, je pars du postulat que le subconscient peut parler, nous faire dire des choses. Et là, c'est là on revient sur le côté un peu freudien, le lapsus. Et à force de le répéter, on peut se dire, à force de le répéter, j'ai créé quelque chose, rapport psychosomatique. Mais qu'est-ce qui dit ou qu'est-ce qui ne dit pas qu'il n'y a pas un rapport somatique psychologique? Dans ce cas-là, dans l'autre sens, c'est ma soma, mon corps, qui va m'amener à une dimension où peut-être je dois prendre en compte psychiquement quelque chose. Et dans ce cas-là, on réutilise le miroir de l'esprit, par exemple. Et on va voir, en bleu, on met le fait que, je ne sais pas, je dise, ça me prend la tête, et se dire, ok, peut-être ma tête a quelque chose. Et je scanne tous les mots que je me dis, tous les éléments, peut-être des pressions à la tête, peut-être des pressions aux yeux, peut-être des pressions à la mâchoire, peut-être des acouphènes, peut-être, je ne sais pas. Et au fur et à mesure, aller dans le miroir blanc, et là, s'imaginer, alléger, changer sa sémantique et dire ah, je vais bien, je me sens léger, allégé, bien, au mieux, je gère les choses, etc., etc. Donc, on peut aussi le prendre d'une autre façon et exploiter ça comme une opportunité plutôt que simplement se dire je dois faire attention au langage et ce langage est mauvais, il créera quelque chose. Mais peut-être que l'expression du langage est l'expression d'un organe qui a besoin d'être écouté, compris et peut-être qui demande un travail psychique, donc en l'occurrence, nous, alpha, pour aller mieux. Je ne sais pas ce que tu en penses. Qu'est-ce que toi tu. C'est une idée très, très intéressante en fait. Est-ce qu'on choisit ce langage parce que notre subconscient est déjà en train de nous envoyer un message que cet organe a justement une faiblesse ou quelque chose comme ça. Et ça me rappelle aussi tous ces systèmes où on dit les mots du corps, M-A-U-X et M-O-T-S. Et comment, bon, déjà,
Louise Hay avait écrit tout un livre sur tous les mots corporels qu'elle traduisait comme des mots de l'esprit. Donc, il avait un langage qui s'exprimait à travers le corps. Vous avez aussi le décodage biologique, etc., où on a vraiment tout un système pour interpréter est-ce que le corps est en train de nous dire quelque chose. Et là c'est le mal du corps qui est en train de nous dire qu'il y a un problème psychologique. Mais peut-être aussi, c'est le mal physique que inconsciemment, on va commencer à choisir certains mots. C'est une idée très intéressante. Et c'est rare qu'on regarde dans ce sens-là. Normalement, c'est dans l'autre sens. Oui, mais tu sais pourquoi? Parce que moi, factuellement, je le vois en consultation. Quand quelqu'un fait que répéter des choses, on pourrait se dire, tu as la conséquence de ce que tu as répété. Mais tu te rends bien compte que il y a plein de mots qu'on utilise qui sont en fait l'expression d'un mal. Prends un truc tout bête. Combien de personnes ne disent pas je, mais disent on? Et en fait, on pourrait se dire, bon, bah, tu dis juste on parce que tu t'inclus dans un groupe, tu t'inclus dans plein de choses. Mais juste cette notion-là, on l'entend, on ne se prend pas la tête, on se dit, bon, bah voilà, la personne dit on. Mais quand tu commences à chercher pourquoi la personne exploite on plutôt que je, tu te rends compte qu'en fait, cette expression qui semble anodine, ce on, bah, a toute un rapport d'expérience de la personne. Et c'est même parfois des problématiques pathologiques à la personne. L'incapacité de prendre sa place, l'incapacité de s'exprimer, la peur d'être seul, la peur de l'abandon, la peur de plein de choses. Et cette expression que pourtant on n'écoute plus parce que la personne, on se dit, ah bah ok, quand elle parle d'elle-même sur plein d'éléments, elle s'inclut dans une masse et elle dit on, à la place d'assumer le jeu. Et parfois, c'est j'arrive pas à être responsable. Donc le on, il me déresponsabilise. Toi, il y a plein d'éléments. Et tu le vois au quotidien en consultation où tu te rends compte que les gens, quand tu leur fais prendre conscience de la sémantique qu'ils utilisent, du mot, du verbe, d'un coup, ils sont en train de se dire « Non, mais en fait, c'est vrai que je me vois » et ils t'expliquent ce qu'ils sont en train de te dire au travers de ce mot-là. Dès lors, le mot n'est pas simplement « ce mot influence mon corps », mais devient l'expression potentielle d'une problématique psychophysique et il y a une expression, sauf qu'on ne l'entend plus parce qu'on le répète à longueur de temps. Et ça, c'est un des points clés en hypnoanalyse, par exemple. On fait réémerger des mots pour que les gens puissent recomprendre des choses. Et tu vois, je ne pense pas qu'il y ait toujours qu'un côté. Nous, on s'est habitué à dire le mot va influencer. Oui, mais s'il y a un mot qui est dit, bah, c'est peut-être l'expression déjà d'une influence, mais autre que celle que tu penses avoir. Donc, je pense qu'on a un équilibre à aller retrouver là-dessus. J'ai jamais vraiment pensé à cette idée que quand on dit on au lieu de je, on n'arrive plus à s'exprimer sa propre personnalité. Ça me rappelle les reines d'Angleterre, tu sais. Queen Victoria disait we are not nous. Et la reine Elisabeth disait souvent one is not happy or one is very concerned. Comme si elle n'avait pas le droit d'être un personnage en elle-même, mais elle représentait justement le peuple, quoi. Mais ça, c'est passionnant avec les rois, les reines, etc. Parce que justement, dans leur sémantique, est-ce que Élisabeth avait le droit d'exister en tant que telle ou c'était la reine d'Angleterre qui devait exister, tu vois? Et on l'a tout le temps, cette notion-là. Et ça, c'est des éléments qui sont hyper intéressants qu'on peut vraiment travailler. En tout cas, ça, c'est le côté organ language. J'aime bien ce mot-là, tu vois, le langage de l'organe. Je trouve que c'est intéressant. Et dès lors, ça peut nous dire, n'oubliez pas, un langage, c'est une communication. Et une communication, il y a un émetteur, un récepteur, mais le récepteur peut devenir un émetteur. Et peut-être que garder ça en tête peut être intéressant pour nous dans la méthode. Enfin, on va conclure là-dessus et c'est tout simple aussi, mais ça reste intéressant. C'est la dernière facette, c'est les expériences passées. D'accord? Donc, bien sûr, le cumul de notre histoire fait que on a automatiquement des peurs, des stress, etc., qui se sont cumulés. Et comme il dit les expériences passées sont en fait des amplificateurs des autres clés de façon générale.
Si on prend par exemple, si ça fait des années que je dis des choses qui me sont négatives ou je ne serai jamais capable de telle ou telle chose, on a quand même créé d'un point de vue de l'imagination, donc de la croyance, un ensemble de limites, de non-possibilités ou d'incapacités qu'il est possible que on n'arrive pas à dépasser immédiatement parce que les expériences passées ont validé. J'ai pas eu mon examen, ça fait 3 fois que je passe mon permis et j'y arrive pas, et j'y arrive pas, et j'y arrive pas. Peut-être que tout simplement, au bout d'un moment, l'expérience vécue augmente le fait de la création imaginaire de l'incapacité à. Et ça, on le sait. Donc, les expériences passées, on va dire, c'est l'élément qui pourrait être le démultiplicateur des autres facettes de notre quotidien. Parce que les expériences passées, le problème, c'est qu'on a l'impression que c'est objectif. Et là, on revient sur un élément qui peut être important. Je dis bien, on a l'impression que c'est objectif, parce que beaucoup vont dire, c'est empirique, je l'ai vécu, donc je sais. Sauf que, on sait que la mémoire est biaisée et que ce que vous êtes persuadé d'avoir vécu, vous l'avez vécu, ça on ne le nie pas, mais vous ne l'avez peut-être pas vécu de la façon dont vous pensez que vous l'avez vécu. Et dès lors, et c'est là où l'hypnose est intéressant, c'est là où la méthode Silva aussi, avec le travail de régression que vous pouvez étudier en graduate ou en ultra, à l'un des deux, peut vous aider. En graduate, on fait une régression, mais ce n'est pas du tout thérapeutique, c'est juste pour montrer qu'on peut s'en souvenir de ce qu'on a mangé pour un petit déjeuner il y a 5 ans. Exactement. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on peut faire une régression juste pour voir si la mémoire que j'ai, elle est juste ou pas. Et ça c'est intéressant. À savoir que déjà, cette mémoire-là, elle a été un peu biaisée par nos émotions, par pas mal de choses. Donc, c'est toujours à se dire, cette notion à se dire, j'ai vécu quelque chose, donc, on ne peut pas le nier. Automatiquement, c'est ce qu'on appelle la réalité commune. Mais nous, en tant que, on va dire, accompagnants, on dit tout le temps, c'est vrai ce que tu as vécu. Mais c'est la perception que tu as eue. Et on revient au fameux exemple de la voiture et de l'accident de voiture. L'accident de voiture, entre moi qui suis dans ma voiture, la personne qui est dans sa voiture, une personne qui regarde d'un côté, une personne qui regarde de l'autre, on sait qu'on a le même événement vécu de façon différente. Et si on y rajoute les émotions, les sensations, les projections, les pensées, d'un coup, les gens ne parlent plus de la même chose. Pourtant, à ce moment précis, c'était un accident. Tu connais le travail de Elizabeth Loftus? Non, ça me vient. OK. C'est un psychologue qui était passionné par la mémoire et qui a fait des expériences où, en fait, simplement, même pas en hypnose, mais dans une simple interview, la façon dont il a posé des questions a fait penser à la personne, est-ce que c'est arrivé? Oui, je crois que oui. Et dans une de ces expériences, elle a montré qu'elle a pu interviewer des gens qui avaient visité Disneyland. Elle a pu littéralement créer un souvenir que ces personnes avaient rencontré Bugs Bunny. Il se rappelait de son image, il se rappelait d'avoir secoué la main, il se rappelait de sa petite voix aiguë. Bugs Bunny n'est pas un personnage Disney. Ah oui. Il n'est pas à Disneyland du tout. Ouais, donc, elle a créé des faux souvenirs. Et c'est intéressant parce que là, c'était totalement imaginé. Mais quand tu dis, mais c'était un fait, c'est une expérience vécue. Oui, mais qui l'a vécue? Parce qu'elle a commencé à être passionnée par la mémoire. À un moment, elle était dans un dîner familial et on discutait quelque chose qui s'était passé. Et pour elle, c'était quelque chose qu'elle a vécu. Et pendant qu'elle raconte, son oncle dit, mais non, c'était pas toi, c'était mon fils, c'était ton cousin. Il dit, mais je me rappelle, ça m'est arrivé à moi. Il dit, non, c'était pas toi, c'était quelqu'un d'autre. Et elle avait écouté l'histoire, elle avait tellement identifié qu'elle était persuadée que c'était arrivé à elle. Et là, je peux dire, j'ai eu exactement la même chose avec moi et ma sœur. On est tous les deux convaincus qu'on était presque noyés dans la rivière à l'âge de 2 ans. Et chacun de nous a un souvenir sensoriel. Moi, je me rappelle être dans l'eau, je me rappelle les leeches qui étaient. Et je rappelle avoir appelé ma soeur, allez vite chercher maman et papa parce que je ne peux pas sortir. Et dit non, c'était moi qui ai vécu ça. Alors, génial. C'était une vraie expérience, mais on a tous les deux perçu l'expérience comme si c'était nous. À ce jour, je ne sais pas qui a raison. C'est amusant, ouais. Mais tu sais, ça, je l'ai beaucoup vu quand on était ado.
avec les copains à qui on racontait des histoires. Et après, tu sais que c'est toi qui l'as vécu parce que c'est toi qui l'as raconté 10 000 fois. Et d'un coup, tu as ton pote qui est en train d'expliquer cette histoire-là à quelqu'un, sauf que d'un coup, c'est lui qui est devenu le personnage. C'est plus toi. Et tu te dis, bah ouais, c'est logique parce il a tellement entendu l'histoire qu'il s'est certainement, il s'est créé, il a pu se créer un faux souvenir. Et ça, c'est assez amusant. Mais tu sais qu'il y avait une expérience incroyable et il y a quelques années, c'est assez récent. C'était dans un cinéma. Oui. Ils ont fait rencontrer plein de gens, ils font une soirée, ils prennent plein de photos. Après, je me souviens plus exactement le cadre, mais globalement, c'était ça, ils prenaient des photos. Et alors, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils avaient dit que c'était pour une expérience sur la mémoire et ils ont renvoyé un questionnaire avec des photos de la soirée en disant est-ce que vous vous souvenez du film, ce qu'il y avait, etc. Puis ils disaient bon, parmi les invités, est-ce que vous vous souvenez de cette petite fille qui était adorable, mignonne et tout. Ils envoient une photo avec la petite fille. Bon. Et ils font un check et ils s'aperçoivent en fait que je crois qu'il n'y a même pas il y a pas la petite fille sur la photo. Non. Ils envoient des photos, la petite fille n'est pas, mais ils font que dire la petite fille. Et il y a X% qui te font un débrief en disant mais je me souviens parfaitement de cette petite, elle est venue me voir, elle pleurait un moment, je l'ai ramenée vers nous, etc. Alors que la petite fille n'a jamais existé. Oui. Ouais. Et là, tu te dis, bon. Et on est arrivé à pouvoir l'inclure, en fait, dans les mémoires collectives. Qui était vraie. Exactement. C'était ça, oui. Donc, tout ça pour vous dire, c'est pas pour vous dire vous avez tort quand vous pensez à votre passé, du tout. C'est juste pour dire que c'est des facettes d'interprétation que derrière, et c'est tout le travail d'ailleurs de la thérapie. Nous, la plupart du temps, ce qu'on fait en tant qu'accompagnant, c'est dire ce que tu as vécu, c'est vrai. On ne peut pas nier. Par contre, la perception que tu as, on va la modifier parce que c'est ça qui est triste aujourd'hui. Donc, le fait de pouvoir la voir différemment, de l'interpréter autrement, de la percevoir émotionnellement différemment, ça vous permet de sortir parfois d'une répétition de quelque chose qui aujourd'hui n'est plus, vu que c'est le passé. Et donc, on a tout cette opportunité et cette capacité à modifier des choses. Donc voilà, les past experience, c'est vraiment cette notion de tout ce que vous avez pu vivre par le passé. Voilà pour ces éléments-là que j'ai trouvé vraiment intéressants, qui peuvent vraiment nous aider pour nous en tant que Sylva à réfléchir. On s'aperçoit que ça croise beaucoup de choses qu'on a déjà vues dans la méthode, qu'on a pas mal de possibilités dans la méthode pour pouvoir gérer toutes ces notions-là. Donc, n'hésitez pas à tester, à voir et à vous interroger justement sur ces différents éléments quand vous avez des moments, des petits blocages dans votre quotidien. Ça peut être intéressant. Vous pouvez vous amuser à faire la technique du verre d'eau. Vous pouvez interpréter les rêves par rapport aux problématiques et vous dire, tiens, quel serait l'élément parmi ces 7-là qui se rapprocherait peut-être d'une base de ma problématique pour que je puisse la travailler après de différentes façons avec la méthode. Ça, c'est une possibilité. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter par rapport à ces 7 clés? Il faut qu'on coupe parce qu'on a mis point. Non, c'était juste pour… est-ce que… par rapport à ça, juste pour conclure, il y a quelque chose que tu voudrais rajouter? Non, sauf que il y a des moments où tu es totalement figé. Ça frise. Ok, mais c'est pas grave. Ouais. Non, tu es figé. Je n'entends rien. Ah, ça frise. Ok. Pas de souci. T'en fais pas. Oui, là, je te vois. Oui, c'est bon. Oui. Okay. Ouais, ça frise un petit peu, c'est bizarre. Bon, c'est pas grave. Donc, si vous avez des questions derrière, vous les partagez sur Facebook, YouTube, on répondra le plus rapidement possible. Et nous, on se prépare pour la phase 2. Ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous tester, observer, analyser et conclure. Be one.